Salut et bienvenue dans mon garage. Vendredi, c'est reparti pour un nouveau live. On vient d'avoir encore de la neige. Salut Alexis. On vient d'avoir encore de la neige. On s'est pris, ça fait 2 jours là qu'il neige. Là, ça commence à refondre. Mais on vient de se reprendre, 10-15 centimètres quoi. Donc voilà, c'est le printemps dans le printemps dans le Montana. Ça va continuer comme ça jusqu'en juin. En fait, nos derniers neiges de printemps sont en juin. On est hyper habitué. C'est pas comme si on savait pas que ça allait arriver. Tous les ans c'est pareil. Donc un printemps assez long et douloureux dans le Montana. En fait l'hiver tout se passe plutôt bien. On est tous contents. Les gens vont skier, c'est beau, c'est génial. On a plus en fait de jours de soleil ici dans le Montana qu'en Californie. Donc c'est pour ça que c'est un climat très intéressant ici. Mais donc on a plus de jours de soleil et ça fait vraiment toute la différence en hiver. Mais le printemps est difficile. Le printemps en fait c'est la saison la plus difficile dans le Montana parce qu'on a ces retours comme ça de froid et de neige constamment. Donc on peut avoir 3 saisons ici au mois de juin en une seule journée. Donc il peut neiger, faire -15 le matin et on a du soleil, il fait 20 degrés et soleil l'après-midi et tout fond et c'est le printemps et c'est génial. Donc voilà, donc des petites nouvelles du printemps, de la neige. Les poules vont bien. Elles sont beaucoup moins contentes quand il neige, bien sûr. Donc là, ça fait 2 jours en fait qu'elles sont restées dans le poulailler. Mais là, je viens de les laisser sortir et donc elles peuvent sortir. Et la neige là, ça va. Elles sont pas trop. C'est pas c'est pas ce qui leur fait le plus plaisir, mais ça va. C'est pas horrible. Donc voilà. Je vais prendre vos questions comme d'habitude. Encore une fois, si je ne prends pas votre question, n'hésitez pas à me répéter, à reposer la question, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et c'est parti. Donc bonjour à tout le monde. Je vais pas passer tous les saluts et les bonjours en revue. Et on va commencer par une question de Thibaut Thibosk. Salut, quelle utilisation du Eldris? Alors le Eldris, c'est le petit qui sort de chez Mora, qui est très sympathique. J'aime bien sa tête. Et effectivement, quand il est sorti, comme tout le monde, je me suis dit putain, c'est un peu cher pour un Mora. Encore que il y a des Moras beaucoup plus chers. Mais c'est un peu cher pour un Mora et c'est un peu cher pour un petit Mora. Mais je me suis dit quand même je vais l'essayer parce que les mecs de chez Mora sont plutôt intelligents et donc voilà, je me suis dit il doit y avoir une astuce et donc je l'ai acheté et effectivement c'est devenu un de mes petits couteaux préférés. Pourquoi? Parce que moi je le porte en backup, ça fait partie de mon kit feu maintenant. Ça coupe très très fort. C'est petit, léger et en fait la prise en main est excellente. Donc pour un petit couteau, on a un petit couteau ici qui est parfait par exemple pour le dépeçage des animaux. Je l'ai testé sur des canards par exemple, ça marche du tonnerre. Les moutures, il y a 2 émoutures sur le Eldris. Les moutures de devant est faite pour le dépeçage et les moutures de derrière est faite pour le travail du bois. Donc c'est un petit couteau très sympathique pour travailler le bois, pour faire du dépeçage. Donc tous les petits travaux au camp comme ça, c'est parfait. Et pour moi, dans mon climat, c'est encore mieux parce que, comme vous le voyez, il peut faire très très froid et donc hypothermie. Motricité fine réduite et tout le bordel, travailler avec ce petit couteau avec un manche assez épais, génial. Donc pour moi en climat froid, je trouve que c'est un petit couteau de backup absolument fantastique et aussi n'importe quel climat, un petit couteau de backup qui est parfait vraiment pour le petit travail de camp, dépeçage et tout le bordel. Donc vraiment j'adore le Eldris. Salut la Belgique. Salut Vol. Donc question de Lifeline 13.
Quel type de bois as-tu utilisé pour tes lits en carré? Alors, le type de bois, le mieux en fait pour tout ce qui est outdoor, jardinage et tout le bordel. On peut parler aussi du poulailler. On va avoir les lits en bois ici dehors. Et je vais aller dans la serre en fait, parce que c'est sympathique. Il fait moins froid pour répondre à la question. Généralement, quand on parle de bois qui va aller dans un élément humide, comme par exemple la serre, on va être tout le temps en train d'arroser et tout le bordel. Généralement, je vais utiliser du cèdre. Donc tous les membres qui vont être par exemple qui vont côtoyer l'humidité et l'eau, les arrosages et tout, là c'est des planches en cèdre. Ces membres de 2x4 pour nous en impérial, c'est du cèdre. Par contre, dès que je passe sur la charpente par exemple, qui ne va jamais toucher l'humidité, là je suis sur du pin. Donc généralement c'est comme ça que je vais diviser. Il y a d'autres bois qui peuvent être très intéressants pour la construction, mais quand je parle outdoor, là par exemple serre, poulailler et bien évidemment lit en carré, généralement je vais être sur une combinaison de pin et de serre, donc et de cèdre. Donc le pin pour une utilisation un petit peu plus, là en plus on peut avoir des membres un petit peu plus importants en pin qui vont coûter un petit peu moins cher, qui vont avoir des durées de vie de 30, 40, 50 ans, c'est absolument fantastique. Et pour tout ce qui est humidité, où on va avoir donc l'eau qui va venir, ou la terre humide, toutes ces choses-là, je vais passer généralement sur du cèdre. Le cèdre est intéressant aussi, par exemple pour les poulaillers, parce que les insectes n'aiment pas le cèdre. Donc le cèdre est un bois très intéressant pour tout ça. Et là, sur ces boîtes-là, sur ces carrés-là, pareil, là je suis sur du 2x8. Pareil, là je vais en avoir pour 20, 30 ans par exemple. Les fondations de la serre sont sur du 2 membres 4x4 et c'est du cèdre, mais là c'est du cèdre d'Alaska. Donc là on est sur du truc, ça va durer plus longtemps que le béton par exemple. Le problème du béton, là je vois nos fondations dans la maison sont en béton. Le problème du béton en fait c'est le rebar. Le rebar c'est l'acier, les tiges d'acier qu'ils mettent à l'intérieur du béton pour le fortifier. Généralement à chaque fois qu'il y a un peu d'eau qui va pénétrer, et il y a toujours de l'eau qui pénètre, ces tiges d'acier vont rouiller et c'est ça qui va en fait abîmer le béton, et on s'aperçoit que certains bois comme par exemple le cèdre d'Alaska et même le cèdre tout court avec des dimensions similaires, on va avoir une durée de vie qui est parfois beaucoup plus importante que le béton. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Cèdre et pin, c'est toujours ce mélange qui nous intéresse. Le poulailler est construit en cèdre et en pin, et donc voilà. Bonne question, au passage. Salut la Corse. J'ai fait une colonie de vacances en Corse, GR20 et tout le bordel. C'était sympa. Je cherche d'autres questions. Une question de Cyril Levenès. Salut Volwes, nous savons que tu n'as pas d'action chez Berkey, mais peux-tu s'il te plaît nous dire si tu utilises les filtres PF2 au quotidien et si oui, combien en stock? Alors oui, effectivement, j'adore Berkey. J'adore Berkey, un produit vraiment absolument fantastique qui est très répandu aux États-Unis pour tout ce qui est survivalisme, préparation, tout le bordel. Mais pour moi, c'est un outil du quotidien, c'est-à-dire effondrement ou pas. Je filtre mon eau avec le Berkey, surtout aux États-Unis, parce que ces enculés aux États-Unis, et c'est complètement interdit en Europe, mais ils nous balancent du fluor, ils nous rajoutent du fluor dans l'eau. Alors le fluor dans l'eau, leur rationalisation par rapport à ça, c'est que les dentistes américains depuis les années 50 disent que le fluor est bon pour les dents et qu'il faut le rajouter à l'eau. Alors effectivement, le fluor peut être intéressant au niveau dentition. Le problème, c'est que là, on parle de
de le boire. On ne parle pas de se rincer la bouche avec du fluor. Donc ces enculés nous rajoutent du fluor. Le fluor, bien évidemment, comme on le sait, il y a eu énormément de statistiques et d'études faites par rapport au fluor et ça rend débile. Littéralement, on s'en sert pour tuer les rats. Enfin, c'est l'enfer. Et en fait, il y a un gros mouvement aux États-Unis qui essaye d'interdire l'utilisation du fluor, l'ajout du fluor dans notre eau potable. C'est absolument dramatique. Nous ici, toute notre eau vient de la montagne. On a un lac, un réservoir. Il capture l'eau dans ce réservoir et en bas de la vallée, on a un système de filtration de l'eau et c'est ça qu'on a dans nos canalisations. Et ces enculés nous rajoutent du fluor. Donc il n'y a pas de fluor dans notre eau potable jusqu'à ce que ça passe par l'État et le gouvernement qui a décidé que le fluor était bon pour ses citoyens. Et donc tout ça pour dire que aussi il y a un gros mouvement aux États-Unis de gens qui sont contre le fluor et une des manières de contrecarrer ce plan macabre de nous rendre débiles au fluor, c'est d'acheter un filtre Berkey avec les PF2. Donc le filtre Berkey, il y a deux composantes. Il y a la composante des Black Elements, qu'on appelle les Black Elements, qui sont les filtres au charbon, les deux gros filtres noirs au charbon. On peut en mettre 1, 2, 3, 4. On a une partie aussi, on a un autre filtre qui s'appelle le PF2 et qui va venir filtrer toutes les merdes. Alors bien évidemment, le PF2 est très intéressant pour nous parce qu'on a du fluor, mais aussi les PF2 sont très intéressants parce que on va ici venir filtrer tout un tas de trucs absolument merdiques, comme par exemple, et c'est le cas, j'ai eu le cas ici d'un fermier local et c'est exactement pareil en France. Les gens vont se dire tiens, moi j'ai un puits par exemple, ce puits est fantastique, j'ai de l'eau pure, le gouvernement n'a pas niqué mon eau potable et en fait on s'aperçoit que ce puits-là est à côté d'un champ, que ce champ est maintenu par un paysan qui prolifère des produits chimiques 6 fois par an depuis 30 ans. Et qu'en fait toute la nappe phréatique est contaminée, avec des métaux lourds et vraiment de la merde. Donc le PF2 est très intéressant pour ça. Le seul petit problème avec le PF2, c'est que le filtre PF2 a une durée de vie assez limitée de 2 ans. Donc 2 ans, c'est assez conséquent pour ne pas boire des métaux lourds. Et toute cette merde, mais effectivement j'utilise les PF2 et j'ai effectivement un stock. Mon stock de PF2 n'est pas aussi conséquent que j'aimerais qu'il soit, mais on a quelques années d'avance en PF2. Donc voilà, super produit, super question, et ça remet encore une fois sur la table cette question de notre eau potable. On parle énormément de la malbouffe et on parle très très peu de la grosse question dont moi je parle assez souvent en fait, qui est l'eau, qui est les problèmes d'eau que nous allons avoir et tout le bordel. Je suis donc dans la serre. J'avais eu pas mal de questions par rapport à la serre. Si vous avez d'autres questions sur comment c'est construit, combien de temps ça m'a pris, le budget et tout le bordel, toujours sympa de construire les trucs soi-même. Au moins on sait comment ça marche. On sait comment réparer et bien évidemment, encore une fois, on économise de l'argent rien que en taxes et tout le bordel. Donc voilà. Miltemp. Salut Vol, j'ai montré la photo de Touton à mon coq et il est tombé amoureux. Bah faut le faire venir. Salut le 77. Je regarde s'il y a d'autres questions. Question de Jim 1380. As-tu prévu d'avoir d'autres animaux que tes poules? Non. On aimerait avoir. On a failli acheter 2 canards. Mais je pense qu'on va s'arrêter. 4 poules, un chat, un chien. C'est déjà pas mal et je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas vraiment envie d'élargir ces chiffres. C'est déjà beaucoup de boulot.
Salut The Doc. Salut Alice. Je vais passer... Attends. Marc Forveille, salut, j'aimerais avoir ton avis sur l'aquaponie. Merci encore pour ton travail. J'ai parlé de l'aquaponie sur un ou deux lives là. J'aime beaucoup. Encore une fois, c'est pas pour moi parce que c'est. Attends, là, j'ai trop chaud dans la serre. C'est pas pour moi parce que dans mon climat, l'aquaponie, ça le fait pas. Il faudrait que je dépense trop d'argent pour stabiliser les températures, mais je trouve que c'est un système assez fantastique. Si j'étais resté en Californie par exemple, je pense que j'aurais fait de l'aquaponie. Et il se remet à neiger. On va rester dehors un peu. Donc aquaponie super, j'adore. Alors, peux-tu nous parler du système Gigavent branchement électrique? En fait, il n'y a pas de branchement électrique. Tu veux dire en plus Gigavent, c'est vraiment fantastique. Je crois qu'elles étaient. Putain, attends, je vais retourner dans la serre. Je crois qu'elles étaient ouvertes dès que ça passe à l'intérieur de la serre. Là, le chauffage est pas mis. Mais ouais, tu vois, elles sont déjà ouvertes. Dès que ça passe à un petit peu plus de 75 degrés dans la serre, elle commence à s'ouvrir. Et c'est un système assez fantastique en fait. Attends, j'escalade. C'est cette barre là qui en fait il y a une espèce de truc qui calibre la température et tu peux régler la barre. Tu peux régler la barre noire en la tournant et je crois que chaque quart de tour c'est 1 degré, un truc comme ça. Donc tu peux la régler, qu'elle s'ouvre à 75 degrés, à 76 degrés, 77, 78 et ainsi de suite. Assez intéressant. Ça a l'air de vraiment bien marcher en tout cas. On va voir comment ça va marcher cet été. Là j'ai une autre Gigavent ici. Ce bloc là s'ouvre avec un ventilateur. J'ai mis un ventilateur, donc en fait tu as 2 ventilateurs dans la serre. Tu as un ventilateur que je déclenche manuellement, qui est celui-là, qui va venir pousser l'air chaud jusqu'à ce ventilateur-là, avec un petit branchement fait maison, qui va venir en fait extraire l'air chaud. Donc 2 ventilateurs dans la serre. Et donc les Gigavent, en fait je vais en avoir 3. J'ai une fenêtre au cul là de la serre, mais en bas là c'est une autre Gigavent qui peut s'ouvrir aussi. Donc là tu vois j'ai les concombres. Les concombres, ça c'est un melon, c'est les melons. Ça c'est d'autres melons, peppers. Ça c'est on fait que des tomates ici. Donc les tomates commencent à pousser et tu vois donc là j'ai pas de chauffage et les tomates poussent dans la serre et il y a de la neige dehors et il neige là. Donc c'est assez fantastique. C'est vraiment super intéressant d'avoir installé ce système et de voir un petit peu comment ça va se passer pour la première année. Sinon pour les branchements électriques, en fait j'ai ramené de la maison, j'ai fait un branchement. En fait, j'ai sorti du 220. Salut, Crow. What's up? J'ai sorti du 220 de la maison. Tu vois? Hop, j'ai sorti du 220 de la maison et j'ai enterré en fait une ligne qui part à la serre. Et tout est branché en fait sur la maison en douce. Et je vais voir pour installer peut-être les panneaux solaires sur la serre. Alors, question de The Doy. The Dewey. Je sais pas comment vous prononcez vos noms. As-tu des assurances pour tout ton matos en cas d'incendie ou autre? Oui. Excellente question. Ça doit faire partie de notre
Résilience administrative, donc on parle souvent résilience hydrique, bien évidemment résilience économique, on parle aussi résilience alimentaire, résilience énergétique, mais il y a aussi la résilience administrative. Donc qu'est-ce que c'est que la résilience administrative? J'ai déjà fait plusieurs articles et vidéos sur YouTube, mais en gros ça concerne un petit peu toute la vie administrative qu'on peut accumuler et effectivement qu'on peut perdre durant un incendie, durant une évacuation, une inondation, toutes ces choses-là. Et ça peut être très très lourd et très très chiant en fait de gérer ça. Donc là on est sur un effondrement de notre de vie personnelle en fait. C'est-à-dire que imaginez si votre maison brûle en 35 minutes et que vous perdez tout. Vous perdez vos papiers d'identité, vos passeports, vos papiers de propriété de votre domicile, de votre voiture, votre permis de conduire, les clés, le cash, tout ça quoi. Et puis bien évidemment voilà les bijoux, les flingues, tout ce que vous avez un petit peu accumulé, peut-être de l'art, peut-être que vous avez de l'art au mur, des trucs comme ça, les meubles de famille, bref, tout y passe. Non seulement vous avez plus un endroit où aller habiter cette nuit-là, mais en plus vous venez de tout perdre. Donc très très chiant par exemple d'aller à un hôtel et vous avez même pas une pièce d'identité sur vous, vous n'avez pas de cash, vous n'avez pas de liquide. Comment on va faire dans cette situation-là? Donc j'en parle bien évidemment énormément et là on parle de résilience administrative et nous par exemple on a une stratégie de résilience administrative qui est tout à fait... et bien évidemment, ça s'étend à assurance vie, assurance maladie et tout le bordel. Voilà, qu'est-ce que vous allez laisser à vos parents, à vos enfants, à vos époux et à vos épouses quand vous allez, si vous mourrez dans un accident de voiture demain matin? Comment ça se passe? Comment ça se passe pour ceux qui restent? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez prévu le truc? Donc ça c'est de la résilience administrative, c'est un côté assez morbide et assez chiant. Touton, yeah, you can't eat that. C'est assez morbide et assez chiant, mais à mon avis c'est très important d'en parler. Et donc notre stratégie de résilience administrative est très très simple. Déjà, mon épouse et moi on a signé des papiers pour que si moi je suis sur machine, elle ait tous les droits sur moi et que si elle est sur machine, j'ai tous les droits sur elle. On a préparé les enterrements, le décès, tout le bordel. On a préparé les assurances vie et tout le bordel. Et aussi pour les incendies, par exemple, si on perd tout à la maison. En fait, on ne perd pas tout à la maison parce que nous avons fait des photocopies de tous nos papiers importants. J'ai placé ça en banque, donc j'ai un coffre en banque donc j'ai tout voilà, les photocopies de mon passeport français, de mes papiers militaires, de mes diplômes, tout ça c'est en fait dans un coffre à la banque. Donc j'ai les originaux à la maison dans un coffre ignifuge, déjà ça commence comme ça. Si vous n'avez pas l'argent pour un coffre ignifuge, vous pouvez mettre vos papiers importants dans une enveloppe en papier toute bête et la mettre dans le congélateur. Le congélateur, c'est le dernier truc qui va brûler dans votre maison. Donc si vous n'avez pas de coffre ignifuge ou le budget pour un coffre ignifuge, le congélateur c'est le meilleur endroit où vous pouvez garder vos papiers. Mais sinon, on a aussi tous nos papiers sur clé USB qui est toujours dans mon sac d'évacuation. Donc si on doit évacuer rapidement, j'ai toutes les copies de tous nos papiers et de nos papiers les plus importants. Et aussi donc on a un coffre en banque. En fait on a deux banques. On a deux coffres en banque parce que 2 c'est 1 et 1 c'est rien et que je suis comme ça, c'est mon truc. Mais donc voilà, c'est une stratégie de résilience administrative. C'est un long sujet, je pourrais en parler assez longtemps, mais déjà si vous vous y intéressez un petit peu, ça peut être très intéressant de mettre en place au minimum les photocopies de vos papiers les plus importants, passeport, livret de famille, tout le bordel, et foutre ça dans un coffre en banque. Pour nous, le coffre en banque, ça coûte $40 à l'année. Donc pendant un an, c'est $40. Je sais que j'ai tous mes doubles de papier qui sont protégés à la banque s'il se passe quelque chose, inondation, incendie, peu importe, à mon domicile, ou si je suis évacué pour une raison ou pour une autre, au moins je sais que je vais avoir une certaine résilience administrative dans ma banque. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question.
Marie Boulard, salut, petite question, que penses-tu des crédits? Es-tu endetté? Alors les crédits, c'est le cancer. Les crédits, c'est le cancer économique en fait. C'est-à-dire que on devient esclave du système parce que c'est pas en fait qu'on doit de l'argent. Les gens pensent toujours à l'argent. C'est-à-dire que si je fais un crédit de l'essai, allez, on va dire 20 000 balles. Je fais un crédit à une banque à la con de 20 000 balles parce que j'en sais rien. Je veux acheter, je veux faire construire une serre sur mon terrain ou peu importe. En fait, c'est pas vraiment 20 000 balles que tu dois. C'est plus que ça parce que c'est ton temps de travail. Et donc en fait, on revient à une idée d'esclavage où par ton travail, par ton labeur, tu vas pouvoir rembourser avec les intérêts le crédit. Donc pour moi, le crédit, si tu veux, c'est de l'esclavagisme, c'est un cancer. Maintenant, ayant dit ça, il y a pour moi, et je l'ai déjà dit, deux crédits qui ne rentrent pas dans cette catégorie cancer. C'est le crédit pour une maison, pour acheter une maison, pour acheter une base autonome durable, pour acheter un endroit à nous où on va pouvoir s'enraciner et construire de l'indépendance. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne va pas avoir 200, 300, 400, 500 000 balles à mettre dans une base autonome durable en cash à la maison. C'est juste pas possible. Donc on va être obligé d'acheter notre maison à crédit. Pour la plupart d'entre nous. Si vous pouvez ne pas acheter une maison à crédit, c'est encore mieux. Mais pour la plupart d'entre nous, on va acheter à crédit. Après, pour nous aux États-Unis, je suppose que c'est pareil en France, mais on a des crédits sur 15 ans et 30 ans pour les maisons. Bien évidemment, si possible, prendre un crédit sur 15 ans, le plus court possible. Donc ça, c'est un peu le premier crédit qui me paraît incontournable dans nos vies aujourd'hui et qui me paraît un moins malfaisant. Le deuxième crédit, c'est une voiture. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous qui n'habitons pas en ville, on va devoir se déplacer pour aller travailler, pour générer de l'argent et pouvoir s'indépendantiser. Malheureusement, les voitures, pareil, on peut trouver des voitures à la con qui coûtent pas trop cher, des mobylettes, peu importe, on peut effectivement se démerder, mais des fois, dans certaines situations, on va être obligé d'acheter une voiture. Et encore une fois, on n'est pas très nombreux à pouvoir acheter des voitures à 10 000, 15 000, 20 000 balles. Ça va un petit peu dépendre d'où vous habitez. Par exemple, je sais que pour nous ici à la montagne, je ne peux pas acheter une Renault 5 avec des pneus lisses. C'est juste pas possible. Il va falloir acheter un truc un petit peu plus péchu, 4x4, et avec des pneus qui vont bien. Rien que les pneus déjà, c'est généralement 100-150 balles par pneu. Donc, je pense que le crédit, c'est un cancer, mais ces deux sphères-là, la voiture pour aller au boulot, pour s'indépendantiser, pour pouvoir générer un revenu et la base autonome durable, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir s'enraciner, que ce soit une base autonome durable urbaine ou rurale, peu importe. Mais je pense que avoir un endroit, un chez-soi pour s'enraciner est important. Donc ces deux éléments-là, je pense que malheureusement, la question du crédit est un petit peu incontournable pour la plupart d'entre nous. Donc l'aquaponie, je viens de répondre. Alors Van Verberg, même souci, fluor au Québec. Tu vois, donc bon, c'est le continent nord-américain, quoi. Donc il vous colle du fluor au Québec aussi dans l'eau. C'est vraiment con, hein. C'est nul, hein. Mais donc si vous habitez au Québec, encore une meilleure raison d'investir dans un Berkey. Une question de Deus. Hein. Salut, quelle est ton utilisation de tes panneaux solaires, lumière, charge des téléphones? Merci. L'utilisation des panneaux solaires est pour moi à plusieurs échelles. On a beaucoup exploré la question de l'énergie solaire dans nos sociétés modernes, et en fait on arrive à un point où
ça commence à être intéressant, mais pour moi, toujours à des systèmes assez petits. En fait, les grands systèmes de résilience énergétique au solaire, et pareil avec l'éolien, ça vaut pas encore trop le coup pour moi. Donc peut-être qu'il y a des gens qui pensent que ça vaut le coup et qui le font et que c'est génial, et tant mieux pour eux. Mais pour moi, à mon échelle économique et pour ce que je fais dans ma base urbaine, je pense que par exemple faire tourner ou essayer de faire tourner la totalité de mon domicile au solaire, ça le fait pas. Ça le fait pas parce que rien que déjà le coût par rapport au rapport énergétique, il y a un problème, il y a un gros décalage. Donc je me suis en fait penché sur le solaire pour des petits systèmes, des microsystèmes portatifs qui peuvent être très intéressants dans des situations de backup par exemple, ou dans des situations au quotidien, mais pour peut-être faire des travaux très spécifiques. Pour moi, pour le moment, je vais explorer le solaire pour des travaux très spécifiques dans le garage pour venir alimenter tout ce qui est l'électroportatif de mes outils. Et bien évidemment toutes mes radios, je me sers beaucoup de mes radios, donc rechargement de piles, rechargement de radio et tout ce qui est électroportatif. Donc mes perceuses visseuses à batterie, toutes ces choses-là, tout ça devrait pouvoir venir se recharger au solaire et en même temps, donc ça va me donner une certaine autonomie, une certaine économie d'énergie aussi, mais en même temps ça me donne un système où en cas de rupture de la normalité, où la fée électricité viendrait à disparaître, j'ai quand même prévu que ce système puisse alimenter un seul outil, mais un outil très gros, comme par exemple le congélateur ou le frigo ou même mon chauffage au gaz. Donc je vais pouvoir ici alimenter ces trois outils un par un, mais peut-être que je peux alimenter le congélateur par exemple 2 heures sur 8. Tu vois, et je le fais tourner pendant 2 heures avec des grosses bouteilles de 3 litres d'eau, 4 litres d'eau à l'intérieur pour venir congeler le tout. Et comme ça me donne une certaine autonomie par rapport au congélateur. Pareil avec le frigo. Et après, si vraiment il y a un problème et que c'est l'hiver, je vais ici pouvoir alimenter le... Putain, les filles, elles sont là, ça bosse à fond. Je vais pouvoir alimenter le chauffage en cas de gros soucis. Donc pour moi, le solaire, c'est vraiment un outil comme ça, un outil de micro-résilience qui peut être très intéressant mais qui doit être mobile. Et que je veux pouvoir le prendre, le déplacer physiquement sans trop de problèmes et par exemple faire tourner la serre, faire tourner le chauffage dans la serre ou l'électricité dans la serre, peu importe. Je veux pouvoir le prendre, le mettre dans la voiture et me casser avec. Je veux pouvoir le prendre, l'attacher, j'en sais rien moi, l'attacher au garage, faire tourner la porte du garage. Je veux pouvoir le prendre, l'attacher et faire tourner l'électricité dans ma cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que ce soit un système mobile, portatif, qui me serve pour des micro-besoins. C'est-à-dire que pour moi, le solaire, jusqu'à maintenant, on nous l'a proposé pour venir tendre à la totalité de nos besoins en énergie, et je trouve que il y a un problème encore. Et pour moi, pour le moment, je pense que c'est un excellent système micro pour venir tendre à des micro-besoins. Salut la Dordogne. Saperlipop, tu les changes tous les combien tes PF2? Les PF2 c'est 2 ans. Donc je les change tous les 2 ans. Marc Fauville, l'aquaponie, c'est 3 questions déjà que je viens de voir passer sur l'aquaponie et j'ai répondu en début de vidéo. Alors, question de South Mountain Man. Question radio, en plus des postes radio pour la courte distance, Baofeng UV 5R, est-ce que tu as un système pour communiquer à longue distance plus de 100 km? Mais non, justement, c'est les ham radio qui sont bien pour la longue distance. Ça après, ça dépend des antennes. Ça dépend des antennes que tu fous là-dessus. En fait, la plupart des radios, même la CB par exemple, la CB, ça dépend beaucoup des antennes. C'est les antennes qui vont faire le travail et je suis en train de voir là avec mon pote qui s'y connaît bien en radio. Il va m'installer en fait une radio ici sur ma BAD. Enfin, il va m'installer une antenne
pour mon UV5R. On va faire le test de qu'est-ce que je peux capter avec une UV5R. Pour vous dire tout de suite, lui, avec son setup et son antenne, rien qu'avec son UV5R, il capte la France. Donc ce sera mon truc de longue distance. Salut la Haute-Loire. Salut à tout le monde. En cas d'accès limité à l'énergie, comment penses-tu chauffer ta serre pour les semis? Donc là, je la chauffe au propane. Okay. Donc le propane, pour le moment, on en trouve partout. Ce qui est bien, c'est qu'on a une durée de vie ici sur le propane, 30-40 ans. Donc on peut vraiment stocker, ça tourne vraiment bien. Le propane n'est pas largement utilisé, c'est-à-dire qu'on en trouve assez facilement. Autant on a vu par exemple, comme avec l'ouragan Sandy à New York, on a eu des pénuries d'essence tout de suite, essence, gasoil, tout de suite. Sous 12 heures, boum, on a des pénuries d'essence. Autant tout le monde se branle du propane. Donc le propane, très intéressant pour nous, parce que effectivement, quand il y a une rupture de la normalité, une problématique, court terme ou moyen terme, les gens généralement vont se ruer sur l'essence. Et d'ailleurs, il y a une raison à ça, et on reparlera résilience par rapport à l'essence. Mais pour nous qui tournons au propane, ça nous donne déjà un avantage, ça nous donne un coup d'avance. C'est-à-dire que personne s'occupe du propane et que nous, pendant ce temps-là, on peut faire des stocks conséquents de propane. Maintenant, sur le long terme, si on parle Mad Max, que c'est le bordel et que j'aurai plus jamais d'électricité de ma vie, bon, déjà j'ai les panneaux solaires, mais après, donc ça veut dire que j'ai aussi des chauffages, des petits chauffages d'appoint électrique. Donc je pourrais, à la limite, avec mon équipement solaire, je pourrais faire tourner un petit chauffage d'appoint électrique dans la serre. Maintenant, si c'est vraiment le bordel, je me ferai même pas chier. J'ai un poêle à bois en fonte assez petit. Je mettrai, tu vois, j'ai déjà même les raccords et tout le bordel pour l'installer en fait dans la serre. En cas de grosse couille, je mettrai un poêle à bois en fait dans la serre et comme ça, je peux chauffer au bois. Dave Dastic. Salut Vol, je ne connais pas encore le sujet, mais les ruches sont-elles compatibles avec des animaux de compagnie, vie de famille, sans bien sûr les embêter directement? Merci d'avance. Alors la réponse courte, parce que ça pourrait être une réponse longue, la réponse courte, c'est qu'il n'y a aucun problème. Les poules, par exemple, ne vont pas embêter les abeilles. Elles savent tout de suite. C'est assez intéressant. D'ailleurs, je vous montrerai cet été. C'est assez intéressant de voir les poules s'avancer vers les ruches et tout de suite on a 2-3 abeilles qui leur passent à côté de la tête et hop, elles se barrent en courant. Pareil avec le chien. Le chien qui ira, elle va aller renifler un petit peu et puis elle entend que ça bourdonne, elle se casse. Donc je pense qu'on est tous équipés, tous les animaux de la planète sont équipés pour reconnaître ce bruit ou ce visuel, peu importe, et savoir que, ok, bon, danger, je me casse. Donc pour les animaux de compagnie, je dirais qu'il n'y a pas de risque si ton animal de compagnie n'est pas suicidaire. Après, pour la famille, pareil. Si vous êtes pas trop con, que vous les faites pas trop chier, il y a franchement aucun problème, à moins, donc là c'est le seul caveat, c'est à moins que quelqu'un dans ta famille soit allergique. Et là, je dirais, bon, si tu as une gamine ou un gosse qui est allergique aux piqûres d'abeilles, ça sert à rien de tenter le diable. Passe à autre chose. Fais un élevage de cailles, par exemple, ou de poissons rouges. Van Verberg. Tu achètes où les super caisses noires et jaunes de tes kits? Alors les caisses noires et jaunes, ça en fait c'est tout l'équipement pool. Les caisses noires et jaunes, je les achète à Home Depot tout simplement, 20 balles, c'est cool. Salut Tony. Jean-François Mergem. Merguez. Putain, ça fait 25 ans que j'ai pas bouffé de merguez, les gars. Si vous voulez m'envoyer des merguez. Bonjour, chasses-tu encore avec la Mossing Nagant? Non, j'ai fait le test juste pour voir si c'était faisable. Bien évidemment, c'est faisable. Bon, c'est une canne à pêche et ça pèse une vache morte, mais ça fait le boulot. Calibre très intéressant, surtout pour nous qui avons des gros animaux ici dans le Montana. Mais je ne chasse plus avec. C'était pour tester le truc.
Frédéric Portalet, salut Vol, peux-tu nous parler de tes sorties dans la verte, fréquence, durée, animaux sauvages? Eh bien écoute, c'est assez simple en fait, les sorties dans la verte, c'est dès que je peux, le plus souvent possible. Je sais pas si vous voyez, là on voit les montagnes au fond là-bas. Basiquement, même si je suis en centre-ville ici, si je prends la voiture, dans 10 minutes je suis au milieu de nulle part. Donc c'est assez fantastique. J'adore l'univers naturel. C'est vraiment un milieu où je me sens assez bien. J'adore passer du temps dans la nature, mais je ne suis pas, si tu veux, j'ai tellement passé de temps dans la nature, j'ai tellement fait de trucs outdoor, j'ai tellement dormir par terre, j'en ai tellement chié dans les bois, sur les routes, j'ai fait de l'autostop pendant des mois, bref, j'en ai plutôt chié, que je suis plus dans le même état d'esprit. J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien faire les choses bien maintenant dans les bois. Mais donc, fréquence, durée, tout ça, ça dépend vraiment des saisons. Ça dépend si c'est la saison de chasse ou pas. Ça dépend si c'est la saison de pêche ou pas. Encore que c'est tout le temps la saison de pêche. Ça dépend. Ça dépend si je suis avec Kira, si je suis tout seul, si on est avec des gens. Tout ça, quoi. Sinon, pour les animaux sauvages... comme on l'a déjà dit, c'est le Montana, quoi. J'ai vu des ours passer à côté de moi, les lions des montagnes. Il y a vraiment une faune. Bon, c'est le Far West, quoi. C'est 1870. Dès que tu sors de la ville, c'est 1870, quoi. C'est le revenant, quoi. C'est assez cool. Merci pour le coq. Salut. Question de Lemec 8989. Tu as déjà parlé de station de rechargement calibre 12. Quel est l'avantage versus des munitions? L'avantage c'est l'indépendance. L'avantage c'est l'autonomie, c'est la résilience. L'avantage c'est que s'il y a une pénurie de munitions, par exemple, s'il y a une pénurie de munitions sur les calibres 12, pour une raison ou pour une autre, comme on a eu ici aux États-Unis sur le calibre 22 long rifle pendant 5 ans, on n'a plus de calibre de 22 long rifle pendant 5 ans, les gars. Ça fait mal, hein. Donc si ça se passe, t'es résilient, tu peux le faire toi-même à la maison, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Donc tu peux faire des loads assez intéressants, spécifiques, que tu pourrais pas acheter. Et bien évidemment, le troisième truc, c'est que ça peut être aussi une manière de troquer, ça peut être, voilà, j'en sais rien. Rémi Boulanger, quel matériel de base pour la menuiserie? Alors, le matériel de base pour la menuiserie, en fait, pourrait être assez lourd. Je dirais que si tu as une seule chose à acheter et que tu as la place, ça va être la table saw. Donc, scie à table, là, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais la table saw, donc moi j'ai une Delta. J'ai la chance d'avoir une Delta. C'est vraiment la pièce maîtresse du menuisier. C'est la pièce maîtresse du travail sur bois, quoi, que ce soit fabriquer des meubles. C'est vraiment, je dirais que c'est effectivement la pièce maîtresse. Alors après, si on n'a pas la place et le budget pour cette scie là, encore une fois, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, table saw pour nous. Il y a la méthode du pauvre. J'ai tourné sur ça pendant des années. Et c'est pas que la méthode du pauvre, je crois qu'elle est... c'est les scies circulaires, quoi. Donc si vous prenez une scie circulaire, et puis un système de rails comme ça, au moins vous allez pouvoir couper du placo et tout le bordel. Donc je dirais scie circulaire, outil de base, hein, vraiment, scie circulaire... c'est vraiment tout le monde devrait en avoir une. Et après effectivement, si tu as un petit peu la place et le budget comme moi là dans le garage, une scie circulaire mais sur table.
Salut la Bretagne. Salut le Béarn. Sympa le Béarn. C'est rare. J'ai répondu à cette question. Attends, je vais zapper. Je vais aller tout en bas. Putain, je suis désolé, hein, je zappe là. Putain, 50 000 questions, quoi. Euh, Louange, que penses-tu des coulevrines? Alors, Louange, tu dois être québécoise, parce que je n'ai jamais entendu le nom coulevrine de ma vie. Donc, si tu peux me dire ce que c'est cool. Si sur table, hein, ok. Alors, une question de Romain Baker. Euh, Salut Vol-Ouest, tu as souvent dit que ton boulot et ta maison occupaient tout ton temps. Ne regrettes-tu pas de voyager aux US ou à l'étranger? Quel pays aimerais-tu découvrir? Bonne continuation. Alors, je suis pas un grand voyageur. Enfin, je dis ça en même temps, je suis expatrié. Mais je suis quelqu'un de... J'adore rester à la maison. J'adore rester à la maison. J'adore construire dans le garage. C'est mon univers. J'adore passer du temps maintenant en plus avec la base autonome durable, avec la ferme urbaine. J'adore passer du temps à la maison. Maintenant, c'est vrai que c'est très difficile avec des animaux. J'ai eu un chien avant Kira qui malheureusement nous a quittés juste avant Kira. Et donc j'ai eu un chien pendant 15 ans et moi je suis très nucléus avec mes chiens et j'ai jamais voulu vraiment voyager si je pouvais pas l'apprendre. Donc on voyage énormément à l'intérieur des États-Unis. C'est-à-dire que on va facilement prendre la voiture, tu vois, et on va facilement faire 1000 bornes dans un week-end, quoi. Donc on voyage très facilement à l'intérieur des États-Unis, beaucoup moins facilement à l'extérieur des États-Unis, parce que ça voudrait dire abandonner nos animaux. Notre chat Friday a des problèmes assez conséquents et donc il faut s'en occuper constamment. Ça me ferait chier, ce serait même presque impossible de la laisser à quelqu'un. Kira, je peux pas, c'est ma famille, quoi. Je peux pas la laisser derrière comme ça pendant 3 semaines pour aller à Tahiti, quoi. C'est pas possible. Alors après, pour voyage, où j'aimerais aller? Alors déjà, j'aime pas la plage, j'aime pas le sable, j'aime pas le soleil. Alors que j'ai vécu à Los Angeles pendant 16 ans. Le sable me casse les couilles. J'aime donc pas la plage, j'aime pas la mer, ça me casse les couilles. En fait, j'aimerais beaucoup visiter Iceland. L'Islande? Comment on dit en français? Iceland. Islande. C'est une île, un pays qui me botte beaucoup. J'ai pas mal voyagé en Europe. J'ai pas envie de continuer. J'aimerais bien donc l'Islande, la Nouvelle-Zélande me tente énormément. Le Japon a toujours été sur mes top 3 de ma liste top 3, plus pour la culture ici. J'apprécie énormément la culture japonaise. Mais donc voilà, je dirais Japon, Islande, pour aller voir Björk. Japon, Islande, Nouvelle-Zélande. Ce sera vraiment les trois pays que j'aimerais effectivement bien visiter et que je visiterai à terme. Après, les États-Unis, c'est tellement grand, on a 50 États, c'est pratiquement avoir 50 pays à portée de main. Et c'est vrai que j'apprécie juste voyager aux États-Unis parce que je reste un petit Français, voilà, de base, qui a grandi à Orly, dans une cité, qui a grandi à Villeneuve-le-Roi, qui a grandi à Paris. Et effectivement, je suis toujours en extase devant les paysages américains, que ce soit les Rocheuses avec les montagnes, que ce soit le sud-ouest avec le désert. Putain, absolument fantastique. Que ce soit le sud, je suis allé à la Nouvelle-Orléans, absolument fantastique. La côte Est, c'est là d'où vient mon épouse, elle est new-yorkaise. Le Vermont, le Pennsylvania, tout ça, c'est franchement des États absolument magnifiques. Et donc il y a tellement à voir rien que chez nous aux États-Unis en prenant la bagnole, et on est très bagnole aux États-Unis, nous on peut rouler pendant 2 jours, 3 jours sans aucun problème. Que donc voilà, c'est pour faire la réponse longue. Nouvelle-Zélande, Iceland et le Japon, et puis sinon les États-Unis. Continuer de découvrir les États-Unis. Question.
une vidéo, le LOL Parade 9680, une vidéo sur le rechargement, pourquoi pas, mais je dirais que franchement le rechargement, si je faisais une vidéo sur le rechargement, ce serait sur avec du calibre 12. Autant que vous alliez voir sur YouTube, je suis sûr qu'il y a plein de vidéos rechargement calibre 12. C'est pas sorcier. Je suis pas un expert. Mon point de vue ou ma présentation vous apporterait rien de plus qu'à mon avis que ce qu'il y a déjà aux alentours. Donc je pense pas que je ferai une vidéo sur le rechargement, à moins que vraiment je découvre que les vidéos sur le rechargement c'est vraiment de la merde et qu'il faut que j'en fasse une. Gay, que penses-tu des systèmes de réchaud à alcool pour quelques jours dans la verte? Merci pour tous tes conseils. De rien, l'ami. J'ai plusieurs réchauds à alcool en fait. J'ai même fait une vidéo il y a 5 ou 6 ans sur YouTube où je montre comment fabriquer son propre réchaud à alcool avec une boîte de chat. J'adore les réchauds à alcool pour les petits trajets, généralement sous 24 heures quand je pars à la journée, c'est tout ce que je prends. J'ai un petit réchaud à alcool qui va bien, une petite bouteille d'alcool, c'est tout ce que je prends en backup. Ça peut aussi bien évidemment me servir d'accélérant pour démarrer un feu si je tombe dans un lac, si je hypothermie, tout le bordel. J'aime bien avoir de l'accélérant comme ça et donc ça me sert pour les deux. J'ai un petit réchaud à alcool voilà au cas où, et en même temps ça me donne un super accélérant. Donc génial. Petit système réchaud à alcool. Encore une fois, moins de 24 heures, moins de 48 heures, c'est fantastique. Plus de 48 heures, il faut porter l'alcool, mais il y a des plus et des moins. LOL Parade 9680, salut Mr. West. Raréfaction de la production de pétrole et de terres rares à craindre prochainement, impact sur nos vies. Alors le pic pétrole, c'est toujours une question très intéressante. Alors on nous dit, un coup on nous dit bon c'est bon 2018 pic pétrole, on est dans la merde. Un coup le pétrole est vraiment pas cher. Donc c'est difficile pour nous en tant que petits citoyens modestes dans notre garage de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe quoi. Alors je pense que quoi qu'il arrive mathématiquement, logiquement, le pétrole est une ressource finite. Donc il y en a une certaine quantité et puis on n'en fabrique plus. C'est comme la Terre. Et donc bien évidemment, si on est logique et mathématique, à un moment donné, ça va s'arrêter. Il va y avoir une rupture. C'est comme si j'avais, j'en sais rien moi, 10 tomes de Savoie dans mon frigo. Si vous voulez m'envoyer de la tome de Savoie au passage, c'est mon meilleur fromage, mon fromage préféré. 10 tomes de Savoie dans mon frigo. Au bout d'un moment, il va plus y en avoir. C'est comme ça, le frigo ne fabrique pas de tomes de Savoie. Donc après la question, ça devient quand et comment? Est-ce qu'on va vers une rupture un jour plutôt brutale et immédiate, ou c'est d'ailleurs le prémisse du film Mad Max. C'est pour ça que Mad Max était aussi intéressant, c'est que du jour au lendemain, apparemment, il n'y a plus de pétrole. Ou est-ce que ça va être, c'est pas du jour au lendemain, ou est-ce que ça va être encore une fois cette espèce d'effritement, de dégradation lente, où petit à petit on va s'apercevoir qu'il y a de moins en moins de pétrole, que le pétrole va être de plus en plus cher, que tout va un petit peu augmenter. Rappelons que le pétrole, c'est pas seulement faire avancer nos voitures, c'est aussi fabriquer les poches d'Ivy dans les hôpitaux, c'est tout ce qui est plastique, c'est les fringues, tout y passe. Alors il y a du pétrole dans tout et n'importe quoi. C'est absolument hallucinant de voir ce qui est fait avec le pétrole. Donc effectivement, ça nous pose la question, qu'est-ce qui va se passer le jour où il n'y en a plus, ou qu'est-ce qui va se passer, peut-être c'est la question la plus intéressante, qu'est-ce qui va passer le jour où tout le monde va être certain qu'on ne va plus en avoir? Parce que c'est là que ça va changer la donne. Le soleil arrive. Ça va être l'heure de brancher mes panneaux solaires. Tout ça pour dire que j'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je sais et tout ce que je peux faire, c'est de conscientiser mes besoins, de conscientiser mes consommations, de réduire mes consommations,
de réduire mes besoins et de penser le plus intelligemment possible et le plus durablement possible. Ok, donc c'est que ce soit le pétrole, l'eau ou les carottes, pour moi la problématique est la même, c'est-à-dire que je pars du principe que on est ici, on devrait être ici le plus cohérent possible avec notre consommation de toutes ces choses-là, de tous ces outils, de toutes ces ressources. Donc pour moi, en fait, le pic pétrolier ne m'a jamais réellement plus intéressé que ça, tout simplement parce que si c'est pas le pic pétrolier, ça va être le pic de l'eau. Si c'est pas le pic de l'eau, ça va être le pic population. Si c'est pas le pic population, ça va être le pic con. Il y aura trop de cons à un moment donné, hein, ça va arriver. Hein. On est déjà bien parti. Hein. Donc peu importe, si tu veux, il va y avoir un pic à un moment donné, ou un pic poule. Peut-être qu'un jour, on va avoir un pic poule où les poules vont nous remplacer. Et donc tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment intrigué ou intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois ma résilience, mon autonomie, mon indépendance. Peu importe la question écologique, politique, économique. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour améliorer mon indépendance? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour réduire mes besoins, être un petit peu plus intelligent sur mes consommations, notamment ma consommation de pétrole? C'est pour ça aussi que je suis passé au propane, même s'il faut du pétrole pour créer du propane. Il faut du pétrole pour tout, pour les forages, voilà, ça tourne au pétrole. Enfin, je veux dire, c'est incroyable tout ce qui marche au pétrole. Et donc ça m'inquiète pas plus que ça. Ça m'inquiète pas plus que ça parce que il y a tellement de choses qui pourraient nous inquiéter. Mais je continue de penser que quoi qu'il arrive, j'ai toujours plus de chances de me planter en bagnole ou de choper une maladie de merde que de me prendre un pic pétrolier sur la tronche. Et là, on est en mars ou en avril, je sais plus, et en juin, on est en mode Mad Max. Je suis dans le désert avec ma bagnole et Kira. Il faut que je trouve du pétrole pour faire avancer ma bagnole. Donc voilà. Quoi à l'autre? Je vais passer là, je rezappe, hein. Idiocratie, c'est exactement ça. Idiocratie. Moi, tu vois, à la limite, c'est ça qui m'inquiète le plus, quoi. C'est l'effritement du niveau intellectuel. Et pas que le niveau intellectuel, c'est l'effritement du niveau émotionnel aussi. On parle toujours de l'intelligence de nos psychés et tout le bordel, mais il y a aussi une intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, on la perd aussi de plus en plus. Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, le plus gros problème, c'était pas l'effondrement de rien. Le plus gros problème, c'était la multiplication de la connerie. Donc, et plus il y a de cons, plus on va dans le mur. Et bon, et je sais qu'on est tous le con d'un autre, mais putain, il y en a, c'est la palme hein, quand même. Hein. Bon. Salut le Vercors. Adrien Baudry. Bonjour Vol. Je vis en appartement. Comment ferais-tu pour faire pousser des légumes en sachant que je possède un garage, en sachant qu'il n'y a pas de lumière naturelle? Tu ne le fais pas. Là, tu te poses la mauvaise question, c'est-à-dire que parfois, on ne peut pas adapter nos besoins à nos environnements. Parfois, ce sont nos environnements qui devraient dicter nos possibilités. En l'occurrence, toi, là où tu es, tes possibilités vont être réduites et il faut que tu t'adaptes à ton environnement. Il faut pas essayer de faire que ton environnement s'adapte à tes besoins. Donc, comment tu pourrais faire pour t'adapter à ton environnement? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, tu es chez toi, tu as qu'un garage, t'as pas de balcon, t'as rien, t'as que dalle. La mauvaise question, c'est de se dire, putain, comment je vais pouvoir faire pousser des carottes et des pommes de terre? C'est pas cette question-là que tu devrais poser. La question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pousser dans mon environnement? Qu'est-ce que je peux faire pousser qui est bien pour moi et que je vais pouvoir utiliser dans mon environnement? Et là, on a une ouverture, si tu veux, sur tes possibilités et sur ton environnement. Si tu veux vraiment des carottes, ça va te prendre trop d'énergie, ça va te prendre trop de problématiques, de merde, de temps, d'eau, d'engrais, de trajets pour aller chercher de la terre, pour revenir, blablabla, de taxes, tout le bordel.
Donc c'est la mauvaise question. Il faut s'adapter à son environnement, un minimum. Et donc la question c'est qu'est-ce que tu peux faire pousser dans ton environnement. Et par exemple, j'en sais rien. Moi, ça, par exemple, tu peux nous commencer un truc comme tout ce qui est microgreen. Microgreen. Il y a vraiment du soleil là. Microgreen, ça peut être sympathique pour ton environnement. Peut-être que au lieu d'essayer absolument de faire pousser quelque chose. Chez toi. Putain, il me reste que 15 secondes. C'est passé trop vite aujourd'hui. Va voir un maraîcher. Va lui poser la question. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Les filles et moi, on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Stay safe. Ciao.